Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, on est ensemble jusqu'à 12h30 pour discuter des propositions collectives pour un accès digne à l'alimentation durable et de qualité pour toutes et tous sur les territoires, donc en vue des municipales 2026. Donc voilà, ça va être l'occasion de vous présenter pour la première fois ces recommandations qui ont été élaborées collectivement et de parler un petit peu des outils qui vous sont proposés aussi pour accompagner ces propositions. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est mes collègues là autour de table qui vont pouvoir faire ça bien mieux que moi. Juste pour dire que voilà, donc j'ai déjà un petit peu présenté les objectifs. La mission principale, disons, c'est vraiment de se donner collectivement envie de se mobiliser ensemble pour ces municipales et d'avoir un petit peu une vision d'ensemble de ces recommandations. Il y aura plein d'autres ateliers, vous verrez, qui sont prévus, des temps qui sont prévus à la suite de ce temps aujourd'hui euh, pour préparer ensemble au mieux ces municipales. Voilà, donc on va commencer par juste un petit peu un rappel sur les enjeux autour de la mobilisation pour ces municipales, les recommandations en elles-mêmes avec quelques témoignages qu'on a aujourd'hui, et puis voilà, les outils qui ont été produits aussi dans le cadre de ce travail collectif. Je prends juste un petit temps pour présenter l'Alliance Alta, puisque je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à pas forcément avoir entendu parler de l'Alliance avant. Donc moi, je m'appelle Alizée Marceau, je co-anime cette alliance avec ma collègue Héloïse Descamps, ici présente, de Solagro. Donc c'est une alliance assez jeune qui a été lancée en septembre 2022 avec vraiment une mission de faciliter l'action des acteurs à l'échelle des territoires, donc autant les collectivités territoriales que les associations, que les entreprises, que les organismes de recherche, les collectifs citoyens. Voilà, donc il y a vraiment ce focus territorial pour créer un espace d'échange et de coopération entre tous ces acteurs-là, pour faciliter la montée en compétences dans une approche vraiment systémique et avec l'objectif que toute cette connaissance, toutes ces interactions, coopérations permettent de faciliter et d'appuyer le plaidoyer à l'échelle nationale, de renforcer le plaidoyer des organisations qui agissent au quotidien pour faire évoluer les cadres qui régissent un peu nos actions à l'échelle des territoires. Donc voilà. Ça, c'est un peu les grandes missions de l'Alliance. Donc, l'Alliance, c'est 110 alliés signataires de la charte qui pose donc les ambitions d'Alta. Et puis, plus de 700 structures et individus aujourd'hui qui suivent les actions, les ateliers, les temps de rencontre, etc. Une gouvernance avec une vingtaine de structures que vous avez ici et un comité de pilotage donc, qui est composé de Solagro, avec également la chaire UNESCO Alimentation du Monde et Marc Pascal également, et voilà, des partenaires financiers aussi qui nous soutiennent. Et donc Alta est porté aujourd'hui administrativement et financièrement par Solagro, même aujourd'hui l'association AFTER, puisqu'Alta n'a pas d'existence juridique. Donc, le programme d'Alta, très rapidement, pour adopter cette approche vraiment systémique de l'accélération de l'évolution de nos systèmes agricoles et alimentaires, vraiment un premier programme d'action autour de l'évolution des environnements alimentaires a été pensé et réfléchi ces dernières années avec les alliés et les partenaires pour vraiment poser un cadre d'action commun pour réfléchir à tous ces facteurs qui nous influencent dans nos choix de consommation et dans nos pratiques alimentaires, et d'avoir vraiment cette approche coopérative et systémique pour voilà, s'éloigner du consommateur responsable de ses choix et vraiment de penser l'ensemble du système et des acteurs impliqués, ce qui nous a amené à proposer une boîte à outils qui est toujours aujourd'hui en cours d'élaboration et d'amélioration. Mais voilà, pour avoir ce cadre collectif, l'illustrer aussi à travers donc plein de leviers d'action qui ont été identifiés et des exemples d'initiatives inspirantes. Et donc, ça s'adresse notamment aux collectivités territoriales, mais pas seulement, donc aussi, comme je disais tout à l'heure, aux associations, aux organismes de recherche, aux entreprises. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition ces leviers d'action-là. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a souhaité se rapprocher et soutenir la démarche du collectif dont vous allez entendre
parler aujourd'hui, pour appuyer ces travaux de préparation municipale pour que les sujets agricoles et alimentaires soient vraiment mis à l'agenda de ces municipales, puisque ça nous paraît une échéance vraiment fondamentale pour que tous ces leviers d'action qui existent à l'échelle des territoires puissent vraiment atterrir euh, collectivement. Donc voilà, ça c'est la boîte à outils que vous pouvez retrouver. On vous mettra les liens tout à la fin de cette présentation, mais vous pouvez tout retrouver sur le site Data. Et j'en dis pas plus à ce stade. Je vais passer la main à Mandane du réseau VRAC national. Merci beaucoup. Merci Alizé. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Mondane Jacta, je suis directrice du plaidoyer et développement de partenariat pour VRAC France. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que on a fait le choix de se mobiliser et comment est-ce qu'on s'est un petit peu organisé. Euh, Pourquoi se mobiliser pour les municipales de mars 2026? Il y a un enjeu très important de ces municipales dans un contexte politique au niveau national qui est très tendu, où les questions environnementales et sociales ne font que reculer. Et je ne vais pas vous faire un exposé de tout ce qui recule actuellement, peut-être prendre juste deux illustrations sur la loi du plomb et sur la SNANC qui n'aboutit pas. Et on voit bien à travers ces exemples que les limites qu'il y a des politiques qui sont menées au niveau national. Enjeu de ces municipales aussi, parce que on le sait, il y a une plus grande confiance des électeurs et des électrices pour les élections locales. Euh, En plus de ces 35 000 maires, on va élire en mars 1200 présidents et présidentes des intercommunalités, enfin de manière indirecte, mais donc il y a quand même, en plus de ces 35 000 maires, 1200 présidents et présidentes qui seront élus. Et il faut que vous ayez en tête aussi qu'en septembre 2026, il y aura des sénatoriales euh, et que, pour rappel, les sénateurs et les sénatrices sont élus grâce aux grands électeurs, qui sont en grande partie des élus, des élus locaux. Et donc, il y a un enjeu important pour les différents partis à ce qu'ils puissent être représentés localement pour pouvoir élire des sénateurs et des sénatrices. Et puis enfin, enjeu important parce que la prochaine échéance électorale, c'est en 2027 pour les présidentielles. Donc autant vous dire que les analyses vont aller bon train sur ces élections municipales. Euh, les questions écologiques, elles reculent fortement au niveau national. Et nous, on pense que le niveau local, il a un rôle à jouer et que c'est important de s'en emparer. On pense que c'est avec les politiques publiques locales qu'on va pouvoir amorcer des changements qui ensuite devront être suivis au niveau national, mais que pour amorcer les changements, le niveau local, c'est un niveau cohérent et pertinent, et que la proximité avec les décideurs et les décideuses au niveau local, ça favorise la démocratie. Et donc, c'est dans ce contexte que 13 associations signataires et 3 partenaires, on s'est mobilisés pour élaborer 10 recommandations pour un accès digne à une alimentation durable pour toutes et tous, pour les candidates et les candidats aux élections municipales, et ensuite pour les futurs élus. Alors, c'est quoi le contexte? On constate aujourd'hui, toutes et tous, et vous qui participez aujourd'hui, faites partie de ceux qui le constatent, d'abord une augmentation de la précarité agricole, avec des revenus pour les paysans et les paysannes qui ne font que diminuer, de la précarité alimentaire, une augmentation de cette précarité alimentaire aussi, une explosion des maladies chroniques et des inégalités de santé qui vont avec ces maladies, des émissions de gaz à effet de serre qui sont à des niveaux encore beaucoup trop hauts par rapport à nos objectifs, une déforestation qui continue, un effondrement de la biodiversité, une pollution de l'air et de l'eau qui va mettre en danger notre santé, qui met déjà en danger notre santé et celle de la planète. Et donc, il y a une urgence sanitaire et sociale, une urgence à agir. Et la question de l'alimentation, elle est systémique. De la fourche à la fourchette, l'alimentation, elle concerne
tous les enjeux que je viens de citer. Donc, et les communes et les intercommunalités, elles ont de nombreux leviers pour agir sur ces leviers que je viens de citer, pour permettre un accès digne à une alimentation de qualité pour toutes et tous. Les leviers, ils sont nombreux. Il y a par exemple, évidemment, la restauration collective, les projets alimentaires territoriaux, les fameux PAT, le soutien aux associations qui proposent des projets de solidarité alimentaire, la question de la publicité. Enfin, je ne vais pas citer tous les leviers parce que je ne vais pas spoiler la partie suivante sur la description des recommandations, mais les leviers au niveau des collectivités, enfin des communes et des intercos, ils sont nombreux et donc ça nous semble important de pouvoir les activer. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est mobilisé collectivement? On aurait pu être 16 structures à se mobiliser les uns à côté des autres, parce que dans le débat public aujourd'hui, tout nous laisse à penser qu'il faudrait qu'on choisisse entre la question d'une nourriture accessible à toutes et tous, ou un revenu décent pour les producteurs et les productrices, ou un respect de la santé et de l'environnement. Nous, on pense que ces enjeux, ils ne peuvent pas être traités séparément, qu'ils sont liés. C'est notre conviction qu'il faut les traiter globalement et qu'à nous tous, on a des expertises différentes, on a des regards différents et qu'ensemble, on peut trouver des solutions. En tout cas, c'est l'exercice qu'on a fait, de chercher ensemble des solutions pour ne pas opposer les questions entre elles, pour ne pas opposer les politiques publiques entre elles. On est à nous tous des représentants à la fois du monde agricole, à la fois d'associations de lutte contre la précarité. On est engagé dans la promotion de la santé, dans la promotion des pratiques agroécologiques, dans de nouvelles solidarités alimentaires et aussi sur les questions d'éducation populaire. Nos structures, elles sont complémentaires et donc c'est riche de cette complémentarité qu'on a élaboré ces 10 recommandations. Pourquoi ensemble aussi? Tout simplement parce qu'ensemble, on est plus fort. Je vous ai expliqué l'intérêt à élaborer collectivement ces recommandations, mais il y a aussi évidemment un intérêt à les porter collectivement et à montrer que on n'est pas tout seul dans notre coin à les porter, que nos associations adhérentes ne sont pas non plus toutes seules dans leur coin sur les territoires à les porter, qu'il y a quelque chose, un mouvement collectif qui se passe. Et peut-être vous dire que ces recommandations, elles ont été co-construites avec les acteurs et les actrices de terrain, avec nos associations, les associations de nos réseaux, des associations qui sont signataires de ces recommandations. Et enfin, un dernier mot pour évoquer la question du droit à l'alimentation. Ces 10 recommandations, c'est une manière concrète pour nous de faire progresser le droit à l'alimentation dans les territoires. Parfois, quand on parle du droit à l'alimentation, c'est pas tout à fait saisissable. Tout le monde ne comprend pas très bien ce qu'on entend par ce droit à l'alimentation. Et ces 10 recommandations, elles illustrent le droit à l'alimentation puisque elles visent à assurer un accès autonome et non stigmatisant pour toutes et tous à une alimentation de qualité qui est produite dans des conditions qui sont durables et qui favorisent la résilience des collectivités. Donc, on est vraiment en plein dans le droit à l'alimentation et sa déclinaison sur les territoires. Donc voilà, moi j'ai fini pour l'introduction. Je vais passer la parole à Marie qui va présenter avec Nathalie, Frédéric et Alexia et Laurence les 10 recommandations pour pouvoir les illustrer. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger dans la continuité de ce webinaire. Merci. Marie, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Mandane. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Marie Dric. Je suis responsable des questions d'accès digne à l'alimentation durable au Secours catholique. Et donc, on est évidemment partenaire de cette alliance sur les municipales. Et mon rôle sera essentiellement de présenter une première partie de ces recommandations qui seront disponibles à partir de jeudi en ligne. Donc, on vous retransmettra certainement ce document en lien avec peut-être la vidéo de ce webinaire.
Est-ce que tu peux remettre juste la slide d'avant, Alizé, pour que je montre le document dans lequel donc, vous trouverez non seulement ces 10 recommandations, mais aussi les leviers pour les mettre en œuvre quand on est élu à l'échelle donc, des communes et interco. Et vous trouverez également des exemples de lieux où les choses ont été possibles et ont bougé. Donc, ces 10 recommandations, lesquelles sont-elles? Elles touchent plusieurs volets d'action, notamment un volet, évidemment, pour améliorer l'accessibilité financière à une alimentation durable et de qualité. Et pour ça, pour nous, il faut agir sur la capacité financière des ménages, il faut agir sur l'offre alimentaire disponible. Donc, c'est assez classique, mais néanmoins, ce n'est pas fait partout. Donc, nos réseaux nous ont demandé de, malgré tout, rappeler la mise en place de tarification sociale à la cantine et bien d'améliorer encore la mise en place des objectifs de la loi Egalim, mais même d'aller plus loin et donc d'avoir cette alimentation durable dans la restauration collective de manière globale, pas seulement à la cantine scolaire, mais bien entendu aussi dans les EHPAD ou les lieux d'accès aux seniors. Donc là-dessus, dans le document de recommandation, vous trouverez plusieurs leviers activables. La commande publique, bien sûr la formation des techniciens, des élus, tout ce qui est possible en termes de mutualisation des équipements de restauration collective pour faire des économies ou utiliser les lieux qui ne sont pas toujours utilisés au même moment. Typiquement, à Paris, on a des lieux de restauration qui sont ouverts aux personnes en précarité le soir pour avoir accès à une cantine et à des repas chauds le soir. On a une deuxième recommandation en lien avec ce sujet qui est le soutien à des projets qui vont allier à la fois cette dimension financière, donc un apport financier pour s'acheter de l'alimentation, et en même temps, qui assure que les personnes ont voix au chapitre dans le choix de cette alimentation et dans la gouvernance du projet. Donc, typiquement, ça va être le soutien à tout ce qui est caisse alimentaire locale, épicerie ouverte à toutes et tous, des groupements d'achat ouverts à toutes et tous. Et donc là, les leviers sont effectivement surtout des soutiens financiers, mais aussi matériels, que l'on puisse aider en termes de prêts de locaux, en termes de logistique, de moyens logistiques, mais aussi en favorisant en fait la synergie entre ces projets, entre ces acteurs, pour qu'ils discutent et puis pensent la complémentarité de leur action, puisque tous n'agissent pas au même niveau de précarité, tous et toutes n'agissent pas de la même façon, et donc il peut y avoir là aussi des mutualisations et des actions complémentaires, y compris avec les services municipaux existants. Par exemple, l'action des CSCAS en termes d'accès aux droits en lien avec ceux et celles qui vont proposer des paniers de produits frais ou des groupements d'achat, etc. Donc ça, c'est un premier volet sur lequel on a 2 recommandations. Ensuite, on a sur cette même dimension accessibilité une action forte sur l'offre disponible, ce que mentionnait Alizé en introduction, c'est-à-dire tout ce qui va toucher l'environnement alimentaire et qui oriente nos comportements alimentaires aussi. Donc là-dessus, vous aurez une recommandation qui est soutenir l'implantation des commerces de proximité qui essayent de proposer cette offre de qualité, accessible et tout mettre en œuvre aussi pour qu'on puisse s'y rendre très concrètement, donc faire attention à la localisation et au transport pour y aller. Et là, on a identifié plusieurs leviers possibles en termes d'urbanisme, surtout avec le droit de préemption commerciale, les SCOT, mais aussi sur la mobilité, actionner un plan d'action mobilité solidaire, typiquement. Vous avez ensuite tout ce qui va être autour des jardins et des jardins collectifs ou fermes municipales, toujours en donnant le moyen d'implication des habitants, ce qui veut dire souvent aussi des moyens humains et financiers pour assurer cette implication. Et là, on a aussi des leviers très différents, mise à disposition de terrain, encore une fois, des outils d'urbanisme intéressants comme le PLU. Et pour l'implication des habitants, eh bien, toujours utiliser le maillage territorial des associations aussi existantes et des services comme les CCAS ou d'autres associations comme celles qui sont présentes dans ce collectif. Autre recommandation sur l'environnement alimentaire qui a un énorme impact sur effectivement nos modes de consommation, c'est la publicité. Il n'y a pas de pouvoir réglementaire en tant que tel sur la publicité, mais une capacité à réguler la publicité au sens large pour les collectivités et les communes avec ce règlement local de publicité. Et donc, on encourage dans une recommandation à réguler, voire interdire cette publicité pour une alimentation qui nuit à la santé et à l'environnement.
effectivement, avec un levier qui ne touche pas en réalité que l'alimentation, mais qui permet de réglementer la publicité au sens large. Autre recommandation en lien avec celle que je viens de nommer, c'est freiner l'implantation des fast-foods à proximité des écoles en particulier, en utilisant notamment le droit de préemption commerciale qui est aussi utilisé en lien avec le soutien à l'implantation des commerces de proximité avec une offre durable. Et enfin, eh bien, comme on joue sur cette organisation de notre alimentation sur le territoire, les plans alimentaires territoriaux restent un outil essentiel et on voit que beaucoup de personnes sont là, donc pourront aussi témoigner de ça. Ce qu'on demande là-dessus, c'est que ces PAT se dotent d'objectifs très clairs, plus précis en termes de durabilité et d'accessibilité à cette alimentation de qualité, et se dotent effectivement de moyens pour associer les habitants, les élus, les producteurs, donc toutes les personnes et parties prenantes concernées. Et très concrètement, là, il y a plusieurs leviers aussi, mais je vais surtout proposer à Madame Chaline et Monsieur Pelé de nous faire un petit témoignage de ce qui est fait sur ce volet-là à Brest métropole. Et puis, bien sûr, vous pourrez aussi partager vos exemples, je pense, dans le chat. Donc, c'est la slide d'après, excuse-moi, Alizée, sur une petite incarnation. Désolée, on ne pouvait pas toutes choisir toutes ces recommandations pour des exemples. Mais sur les PAT, pour rendre la chose très concrète de notre demande, on a avec nous Nathalie Chaline, qui est vice-présidente de Brest Métropole, et Frédéric Pelé, qui est coordinateur de VRAC 29, dans le même coin. Et Nathalie, donc la question pour vous, c'était justement, votre PAT s'est doté d'objectifs très clairs sur le sujet. Alors, est-ce que vous pourrez nous donner lesquels précisément ? Et puis, en termes de gouvernance, justement, comment vous avez fait pour amener la participation de tous les acteurs concernés et faire en sorte qu'ils partagent ces objectifs de durabilité et d'accessibilité. Puis après, Frédéric, je te lancerai directement. Oui, bonjour, Nathalie Chaline. Donc, je suis là en termes de témoin et puis aussi donner envie à des personnes à se présenter aux prochaines élections municipales et j'espère que vous aurez aussi une délégation aussi passionnante que la mienne, qui est l'alimentation durable et l'agriculture. Je dis bien que c'est passionnant et qu'on prend aussi beaucoup de plaisir. Et donc, j'espère que mon témoignage va vous permettre aussi de tenter et de faire campagne pour avoir dans vos municipalités justement une délégation sur l'alimentation durable, voire même bio, pourquoi pas, bio, hein, c'est bien aussi d'en parler. Et donc moi, je suis là pour vous expliquer un peu comment nous, on a décidé aussi cette gouvernance dans le cadre de ce projet alimentaire territorial. C'est vraiment pour nous de créer une dynamique collective et partagée avec des acteurs, avec des profils très différents, collectivités, agriculteurs, entreprises agroalimentaires, associations, consommateurs, chercheurs et habitants des quartiers. Brest a 7 quartiers entre autres, mais aussi 7 communes. Donc voilà, donc c'est aussi à partager toutes ces expériences et ces des multiples facettes au sein de ce projet alimentaire territorial. Donc on a créé un comité de coordination aussi pour laisser la place des élus municipaux des communes pour garantir une meilleure fluidité aussi des services d'abord, et puis aussi à une meilleure prise en compte des habitants de chaque commune et qui permet aussi à cette comité de coordination d'essaimer cette alimentation durable dans les communes. Entre autres, permettre à chaque commune de dépasser les 20% de la loi Egalim. Ça, c'était un de nos objectifs aussi, que la ville de Brest est à plus de 80% de bio dans ses cantines. On a aussi des efforts à faire sur les EHPAD et sur les crèches collectives, mais aussi on voulait soutenir et aider
les communes pour atteindre justement ces plus de 20% de loi Egalim. Ce comité de coordination, on l'a dépassé et on a mis en place un conseil de l'alimentation durable qui est là effectivement de réunir les chambres consulaires, les associations, les acteurs économiques et aussi les citoyens. Donc là, effectivement, nous, on est parti sur les conseils de quartier et les conseils d'habitants dans les communes pour leur permettre de venir à ces conseils de l'alimentation durable. Pourquoi ? D'abord parce qu'on voulait partager et clarifier un diagnostic. Donc, on a construit ce diagnostic territorial avec ses forces, ses faiblesses, ses besoins, ses attentes, mais aussi on a travaillé sur des ateliers participatifs qui permet aussi aux acteurs de prioriser ensemble des actions. On a également assuré une participation continue, donc avec des rencontres publiques, forums, des visites, et on a également il y a eu aussi également des évaluations partagées, donc bilan annuel, ajustement en concertation, et cette participation continue, elle a été faite évidemment par des dispositifs d'animation, hein. On a bien une coordinatrice du PAT, mais également au sein des communes, on a des personnes qui permettent aussi de diffuser ce projet alimentaire et cette gouvernance du Conseil de l'alimentation durable. Et puis aussi, je pense que c'est important, il faut créer un climat de confiance. Il faut être très transparent dans la prise de décision. Valoriser des initiatives locales et reconnaissance des contraintes et apports de chaque acteur. Et il faut absolument associer en amont les parties prenantes et définir ensemble des objectifs clairs et les faire vivre dans la durée. Moi, j'ai eu cette chance depuis 2018 de participer à cette élaboration de ce projet alimentaire territorial. On est en 2025. Je pense qu'à un moment donné, on sent bien que les acteurs sont reconnus et connus et qui travaillent ensemble pour mettre en place des actions concrètes sur la métropole. Alors, j'ai encore quelques minutes, je peux continuer un petit peu ? Il faut présenter le PAT ou c'est terminé? On est 2 minutes. Je finis sur... Ouais, pas Ok. beaucoup plus, on n'est pas en avance sur le timing. D'accord. Merci. C'est juste 4 actions focus de 2025, développer des nouvelles formes de solidarité alimentaire, sensibiliser et informer les publics, soutenir l'application de la loi Egalim dans toutes les structures de restauration. Donc, ce n'est pas simplement que les scolaires, il faut aussi amener cette loi Egalim dans nos EHPAD, maintenir l'agriculture et les agriculteurs sur notre territoire. J'ai terminé. Merci. Un grand merci Nathalie. Je vais du coup c'est pour Frédéric pour vous montrer aussi pour nous ce qui est important, c'est d'insister sur la coopération positive aussi entre nos associations et les élus et les collectivités. Et donc l'intérêt pour nous du PAT, c'est aussi que cette question d'accessibilité peut être posée comme une question large d'accessibilité et ne pas être réduite à celle de l'aide alimentaire. Et donc, justement, vous êtes un acteur qui portait ça aussi, VRAC, Frédéric, sur ce territoire de Brest Métropole. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé très concrètement pour vous que ce PAT se dote de ses objectifs? Et par ailleurs, comment vous faites pour assurer que cette participation des personnes, notamment en situation de précarité, est assurée? Effectivement, ce qu'a décrit un petit peu Nathalie, ça montre bien un petit peu l'ambition claire, assumée, de mettre en avant une politique d'accès à l'alimentation pour tous. VRAC est arrivé depuis 4 ans et en plein en plus dans la mise en place de ce projet alimentaire territorial. Donc on a très vite vu que nos objectifs et les objectifs de la ville de Brest et de la métropole étaient communs. Et du coup, on a été vraiment
extrêmement accompagné en termes de logistique. Que tout à l'heure, on parlait effectivement dans les slides, là, il y avait effectivement que pouvait faire concrètement une métropole ou en tout cas un PAT. C'est du soutien logistique, c'est du soutien financier, c'est des prêts de locaux, etc. Et effectivement, ça nous a facilité beaucoup de choses d'avoir effectivement cette politique assumée de la part de la ville. On a la chance, effectivement, comme disait tout à l'heure Nathalie, d'avoir aussi euh, pléthore d'acteurs qui œuvrent sur ces questions d'alimentation durable sur notre territoire. Et le fait que ce PAT soit reconnu et actif permet quand même une super collaboration entre les acteurs pour pouvoir arriver au même endroit, quoi. Donc ça, c'est vraiment excellent. Quand on voit effectivement là, par exemple, pour un réseau comme VRAC, que lors de la prochaine, Nathalie, tu parlais des assises de l'alimentation durable, on va présenter le travail de Bénédicte Bonzi qui montre la plus-value un petit peu et le ressenti des adhérents et la parole des adhérents sur le projet VRAC. Le fait de pouvoir le présenter devant tous les acteurs de l'alimentation de Brest et autres, hein, parce que ça va jusqu'au Finistère quand même, bah, pour nous, c'est une chance énorme et c'est un coup de projecteur extraordinaire, quoi. Quand, pour parler de la participation un peu des habitants, c'est sur Brest, c'est un peu une philosophie qui est là depuis très très longtemps, avec des équipements de quartier qui sont très soutenus par la ville et qui sont nombreux, avec des centres sociaux aussi qui sont nombreux et qui ont gardé bah, cette patte de faire agir les habitants. Donc, quand nous, on va travailler effectivement en partenariat, ou VRAC est issu quand même de ce travaux avec les centres sociaux, hein, et continuer cette collaboration, on a effectivement le travail avec les habitants qui est fait. VRAC, c'est 15 habitants dans le CA sur 15, quoi. C'est que des habitants qui participent et qui prennent les décisions et qui ensuite, du coup, peuvent remonter leurs préconisations, leurs ressentis et les problématiques de terrain auprès des politiques et des projets alimentaires territoriaux pour pouvoir mettre en place une réelle politique d'accès, quoi. Merci beaucoup, Frédéric. Bon, j'espère que vous ne serez pas trop frustrés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va passer à la suite des recommandations avec Alexia sur ces deux volets pour dire qu'en fait, sans production, pardon, durable en elle-même, on ne peut pas avoir d'offre durable et qu'il y a un enjeu démocratique fort aussi autour de l'alimentation et que l'échelle locale est une occasion de saisir ça. Donc, Alexia, je te laisse la parole sur ces recommandations autour de ces deux volets. Merci Marie. Oui, donc moi je m'appelle Alexia Gros, je suis coordonnatrice sur les questions d'accès à l'alimentation pour tous au réseau CIVAM. Donc CIVAM, ça veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et l'idée, c'était aussi de vous présenter les différentes recommandations qu'on avait pour faire du lien, encore une fois, entre production durable et alimentation durable. Je veux bien, Lisée, que tu passes à la slide d'après. Et ça s'inscrit aussi dans la continuité de ce que posait Mondane en introduction. C'était le constat d'une croissante déconnexion entre, d'un côté, le milieu agricole et le milieu de la production, les élus, collectivités et les citoyens, citoyennes. Donc, notre enjeu derrière ces recommandations-là, c'est de favoriser un lien plus fort entre ces différents acteurs. Et la première recommandation dont on voulait vous parler sur la suite de ce que disait Marie, c'était de favoriser le lien de la fourche à la fourchette. Le témoignage de Madame Chaline et de Monsieur Pellet vient bien appuyer cette idée de comment on insuffle aussi ces questions de démocratie alimentaire, de démocratie participative dans les différentes instances des collectivités territoriales. L'idée, c'est qu'on ait plusieurs organisations autour de la table à mobiliser les questions d'éducation populaire pour favoriser la participation de toutes et tous à ces enjeux autour de l'alimentation. Donc, l'idée, c'est de favoriser les actions des collectivités qui
qui appuient la démocratie participative, la démocratie alimentaire. Ça peut être par différents leviers d'action, cette participation. Ça peut être un service municipal dédié à l'éducation populaire. J'ai vu aussi dans le chat qu'il y avait quelqu'un de la ville de Romainville qui avait un service démocratie alimentaire au sein de la collectivité. Ça peut être aussi des leviers à mobiliser pour favoriser cette participation-là. Plus globalement, ça, c'est des enjeux qui reviennent régulièrement, qui sont aussi mobilisés dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, mais il y a un enjeu de formation de l'ensemble des membres des collectivités territoriales, que ce soit des élus, des animateurs et des animatrices techniciens, à des méthodes plus participatives, au fait de pouvoir mobiliser l'ensemble des citoyens et des acteurs de l'alimentation au sein de la construction des politiques publiques. Ces enjeux de formation, ils sont évidemment autour des questions de durabilité de la production, de précarité alimentaire, et plus globalement de l'ensemble des enjeux de l'alimentation. Ces modalités de participation, elles sont très diverses et l'idée, c'est plutôt de mettre en avant leur diversité, mais ça peut être sous format d'université populaire, de conseils de l'alimentation comme Madame Chaline l'a présenté, ou encore de budget participatif qui pourrait avoir attrait aux questions d'alimentation et de faire participer les citoyens et citoyennes à ces décisions-là. Donc ça, c'était la première, enfin, la mesure suivante après ce que Marie vous a présenté. Et on fait le lien du coup de la fourche à la fourchette avec des enjeux qui concernent aussi la production agricole. Ça nous semblait important de les mobiliser ici parce que, encore une fois, on estime que l'alimentation durable, ça passe aussi par un soutien à la production durable sur les territoires. Je pense que les personnes qui sont très connaisseuses de l'agriculture autour de l'écran savent que les compétences agricoles, c'est plutôt des compétences au niveau régional, mais on trouvait que c'était important de quand même mobiliser des leviers d'action au niveau des collectivités pour travailler sur ces enjeux de production en lien avec les questions d'accès à l'alimentation. En effet, il y a quand même un enjeu de préservation des terres agricoles et de l'activité agricole au sens large. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on perd du foncier agricole, donc des terres agricoles année après année. On perd entre 50 et 60 000 hectares de terres agricoles par an. Et en fait, on a besoin d'enrayer aussi cette dégringolade pour pouvoir maintenir une production agricole sur les territoires. Pour ça, il y a des leviers très opérationnels qui peuvent être mobilisés par les communes, que ce soit les plans locaux d'urbanisme ou la préservation de terres agricoles dans les plans locaux d'urbanisme qui sont de la compétence des mairies. Ça peut être aussi la mise en place d'observatoires fonciers pour repérer les terrains qui vont partir, qui vont être cédés par des futurs retraités. Ça peut être de l'achat aussi temporaire de foncier par la collectivité pour faire du stockage foncier en attente d'un potentiel repreneur par la suite. Ça, c'est des leviers qui sont activables à la fois à l'échelle de la commune et à l'échelle de l'intercommunalité. Et cette préservation du foncier agricole, pour nous, elle est très en lien avec la dernière mesure que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était l'accompagnement du renouvellement des générations, notamment sur des modes de production agroécologique, parce que préserver le foncier agricole, ça a de sens si on peut renouveler les générations agricoles et donc installer de futurs agriculteurs. Et pour ça aussi, les intercommunalités, les communes ont des leviers de compétences. Les intercommunalités peuvent appuyer le repérage de futurs installés et les accompagner dans cette installation-là en les mettant aussi en lien avec des futurs cédants-cédantes pour accompagner justement la transmission du projet. Les communes peuvent aussi favoriser le soutien à l'accès au logement des futurs agriculteurs et agricultrices, de mettre à disposition des terres, notamment dans le cadre des espaces tests par exemple, et elle peut aussi, via son levier de la commande publique dont Marie a parlé tout à l'heure concernant la restauration collective, appuyer aussi le soutien à des débouchés pour ces agriculteurs et agricultrices sur le territoire, que ce soit via la restauration collective scolaire ou globalement la restauration collective sur laquelle l'intercommunalité a la compétence. Voilà un peu sur les différents leviers. Alizé le disait aussi, mais tous ces leviers-là, ils seront détaillés dans les documents qui vont être publiés jeudi. Et on voulait vous illustrer une action possible dans cet accompagnement vers le renouvellement des générations avec une action d'un groupe CIVAM, le CIVAM de la Drôme, avec Laurence, qui est animatrice au CIVAM de la Drôme, qui est là pour nous en parler. Laurence, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc Laurence, moi je suis animatrice plutôt sur les actions pédagogiques au CIVAM de la Drôme et je travaille en lien avec des adhérents et des adhérentes qui sont agriculteurs, donc disons que je coordonne ça. Moi ce que je vous propose c'est d'illustrer par quelques expériences
auxquelles on participe, mais qui sont mises en place par des collectivités. Nous, on travaille essentiellement avec des communautés de communes. Quelques exemples qui illustrent le propos d'Alexa qu'elle vient de vous présenter, notamment les recommandations qui viennent d'être présentées, celles du renouvellement des générations. Donc, par rapport aux actions dans lesquelles on participe dans la gouvernance, sur le côté reprise des fermes en finançant des projets locaux. Par exemple, on a une collectivité, la communauté de communes du Val-de-Drôme, qui avait soutenu un espace test agricole avec lequel on travaillait et qui finalement a été racheté par la communauté de communes. Et il y a actuellement 3 ateliers, 3 fermes en fait en une qui ont pu s'installer et qui notamment fournissent une partie de l'alimentation de la cuisine centrale locale qui vient d'être créée et à destination de communes rurales à la demande des communes rurales qui cherchaient une solution de cantine et en même temps à soutenir l'approvisionnement local, par exemple. Ce sont des fermes qui accueillent aussi des jeunes publics locaux. Donc, quand on parle de renouvellement des générations, faut avoir aussi à l'esprit que vu qu'on a de moins en moins d'agriculteurs, on a moins en moins de jeunes qui savent ce que c'est, en fait, les métiers agricoles, les métiers en lien avec la terre et tout ça. Donc, il y a pas mal de volets d'action faits là-dessus. Dans les leviers mis en œuvre, Alexia citait aussi le fait de soutenir directement les gens qui s'installent. Donc, par exemple, là, nous, on a une communauté de communes qui s'appelle Arche Aglo, qui a fait le choix de donner une aide directe aux personnes qui souhaitent s'installer sur son territoire, sachant qu'elle le fait en lien avec la Chambre d'agriculture et les acteurs locaux. Voilà, c'est pas sans condition. Et en plus, il y a une majoration pour les installations qui directement souhaitent se faire sur des labels de qualité en termes de production. Par exemple, donc, toute personne qui s'installe et qui correspond aux critères a une aide, mais elle est majorée s'il s'installe en agriculture biologique ou dans une agriculture qui limite certains intrants. Donc voilà, pour un second exemple. Sur le soutenir et développer les pratiques agroécologiques sur les fermes du territoire, je pense à des communautés d'agglos dans notre département qui travaillent en transversalité, et ça c'est important, avec les agriculteurs directement, notamment sur les questions de changement climatique et sur l'eau. Je pense entre autres au programme eau et agriculture de Valence Roman Aglo et Valence Roman Eau, où ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur des rendez-vous individuels avec les exploitants agricoles qui sont déjà en place, mais peuvent s'inscrire aussi des choses autour de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, à travers ça, dans ce programme, c'est pas seulement un accès à des gens qui travaillent dans le service public, mais à travers eux, l'accompagnement technique se fera par des associations locales qui travaillent déjà là-dessus. Enfin, en tous les cas, toutes les ressources sont mobilisées autour de ce programme et pas uniquement un accompagnement d'un technicien d'une collectivité, mais bien l'ensemble des structures qui, sur le territoire drômois, travaillent sur ce sujet-là, peuvent être mobilisées et en fonction des besoins de l'agriculteur et qu'on va aller voir sur le terrain concrètement, il pourra être accompagné par l'un ou l'autre en fonction des besoins. Et il y a aussi des aides qui peuvent être faites sur certains matériels ou des choses qui peuvent avoir besoin en termes d'investissement. Voilà, ça c'est pour le deuxième exemple. Et ensuite, par rapport à ce qui était mis dans ces leviers, soutenir les débouchés locaux des producteurs, des productrices par la commande publique. Donc ça, c'est ce qu'on connaît le mieux souvent, c'est en se disant, tiens, pourquoi pas fournir la cantine locale ou voilà. Par contre, ce qui est plus compliqué, mais qui est mis en œuvre par plusieurs plans alimentaires de territoire sur des agglos locales, c'est rendre les produits locaux plus disponibles pour d'autres acteurs, des acteurs économiques autres que les restaurants collectifs.
Et surtout, ce qui est plus compliqué, c'est en milieu rural. Je pense notamment au plan alimentaire de la Comcom du Royan-Vercors, qui est un endroit plutôt montagnard et avec des personnes qui sont dispersées, des acteurs économiques dispersés aussi. Ils ont réussi à accompagner la logistique pour trouver des solutions afin de livrer et d'approvisionner des structures qui le souhaiteraient en local, mais sans qu'il y ait des surcoûts ni une trop grande organisation à demander aux agriculteurs. Donc ça, c'est aussi un soutien à ceux qui s'installent, puisque ça peut leur permettre de voir des débouchés, des choses qui peuvent leur proposer des solutions pour leurs produits. Et en même temps aussi, c'est des filières qui vont s'organiser localement, et le fait qu'il y ait des soutiens techniques et logistiques pour les aider à le faciliter est vraiment quelque chose de précieux. Voilà. J'ai un petit peu dépassé. Donc, il y a une dernière chose que je voulais donner, c'était par rapport au logement. Pour l'instant, dans la Drôme, c'est quelque chose sur lequel je ne connais pas encore d'initiatives qui ont été faites là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, mais par contre, c'est vrai que c'est un département où on est fortement soumis à l'augmentation des loyers et de l'acquisition de logements. Et on voit bien que c'est quelque chose qui vient s'ajouter aux autres difficultés pour l'installation. Mais par contre, c'est vrai que les leviers locaux peuvent être importants à mobiliser pour faciliter l'installation des plus jeunes. Voilà. J'espère avoir illustré les propos et les propositions. Oui, un immense merci, Laurence. J'espère qu'en tout cas, ça vous a donné des envies, et n'hésitez pas à partager vos exemples. Alizée, je te laisse peut-être pour l'animation un petit temps question, Ouais. si vous en avez. Oui, alors n'hésitez pas encore à poser vos questions dans le chat suite à ces différentes interventions. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir partagé ces retours d'expérience pour illustrer les recommandations. Il y avait une petite question tout à l'heure sur de savoir s'il existait des ressources ou si vous aviez connaissance de ressources autour de cette question de droit de préemption commerciale que tu as évoquée à 2 reprises, Marie. Est-ce qu'il y a quelque part où on peut avoir des informations sur les démarches qu'une collectivité peut prendre pour s'informer sur ce sujet? La question s'adresse autant aux intervenants qu'à toute personne ici présente qui aurait des informations. N'hésitez pas à partager dans le chat si c'est le cas, si vous n'êtes pas intervenant. Je ne sais pas s'il y a des choses peut-être plus d'informations dans le document de recommandation ou... Ah oui, merci Thomas. Ah bah parfait, super. Marie, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais. Oui, par ailleurs, on a mis dans le document de recommandation, vous avez bien sûr après une page ressources pour aller plus loin, et notamment, il y a toute une boîte à outils juridiques spécifiques qui renvoie à plusieurs compétences des collectivités, donc on pourra remettre le lien ici. Et après, vous avez des pages toutes simplifiées du service public qui sont faites aussi pour expliciter ce qu'est ce droit de préemption commerciale. Donc voilà, il y a plusieurs ressources dans le document, je vais les remettre dans le chat. Merci beaucoup et super pour le partage aussi sur la question du logement paysan. Effectivement, un exemple à Nantes qui a été partagé par Lisiane. Merci beaucoup. Ok, Andrea, ouais, tu dis qu'aussi la ville de Montpellier l'a a priori déjà mobilisée. Tac, tac. Je regarde juste si... N'hésitez pas si vous avez relevé d'autres questions. Entre-temps, je vous laisse... Ouais, les EPF aussi. Je crois, Alizée, qu'il y a une Ok, très bien. question sur Ouais. VRAC. Ah, Je ne sais mais pas quelle personne. Je relis. Hein. Je viens du ouais, monde associatif à partisans, tout un monde qui agit en politique, mais qui ne fait pas de cloche pour assurer la pérennité de ses actions en cas de changement de majorité. Mais après, la question, c'est est-ce que le groupement d'achat peut s'engager, VRAC, est-ce que le groupement d'achat peut s'engager ou juste les membres du CA? Je ne comprends pas exactement la question. À titre personnel ou officiel, sous quelles conditions? Si la personne peut-être qui a posé la question peut préciser.
sur, est-ce que c'est une prise de position officielle des CA ou est-ce que les groupes locaux peuvent se positionner aussi? A priori, la démarche est relativement apartisane. L'idée, c'est de sensibiliser un peu à travers l'ensemble enfin, voilà, des parties. Mondane, je te laisse réagir si tu souhaites. Oui, non, mais tu l'as dit, Alisa, et c'est peut-être important qu'on le rappelle. Effectivement, je l'ai pas dit dans l'introduction parce que ça nous paraissait évident dans notre démarche collective, que c'était une démarche vraiment apartisane, que certes, les questions d'alimentation sont politiques. C'est beaucoup revenu là dans les recommandations et on le voit bien, mais en revanche, notre démarche, elle est apartisane et ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir s'adresser aux futurs candidats et candidates pour porter ces questions d'alimentation au niveau local et pour le coup, toutes les organisations qui ont signé ces recommandations sont dans cet état d'esprit là. Donc il y a peut-être une confusion dans la manière dont peut-être dans l'illustration qu'il y a eu sur Brest Métropole, où il y avait une double prise de parole avec l'élu, mais qui ne fait pas partie de VRAC, et le coordinateur de VRAC, qui travaillent ensemble, mais parce que je pense qu'il y a un enjeu à travailler ensemble, à pouvoir être alliés des collectivités territoriales pour faire avancer ensemble le droit à l'alimentation. Mais on n'est effectivement que des associations apartisanes. J'espère avoir répondu à la question. Merci, Mondane. Je crois pas qu'il y avait de questions spécifiques autres, mais par contre, plein de partages et d'infos, donc c'est super, merci beaucoup. Hop, ouais. Alors, Elisa qui demande: aurez-vous un volet spécifique sur les moyens financiers et humains que les élus municipaux peuvent identifier ou défendre, au-delà des leviers plus techniques, pour accompagner l'ensemble de ces actions? Il me semble que la volonté politique des élus est souvent présente pour identifier, lancer et suivre des actions, mais souvent les actions perdent en élan, plus ou moins rapidement, en raison des difficultés à mobiliser des moyens. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette question? Peut-être rapidement, mais l'idée, c'est de se dire aussi que l'occasion des élections municipales, c'est aussi l'occasion justement politiquement de débattre des grandes orientations financières. Il y a ce qu'on appelle en début de mandature généralement une PPI, ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, qui permet aussi de flécher les grandes orientations politiques, les moyens financiers sur les grandes orientations politiques. Donc, il y a aussi, si on le prend suffisamment tôt et si on intègre les enjeux d'alimentation suffisamment tôt dans le programme des listes, l'idée, c'est aussi qu'au début de ces négociations, quand la nouvelle majorité est en place, qu'il puisse y avoir une prise en compte de ces enjeux-là, par exemple, dans le plan pluriannuel d'investissement. Donc, plus tôt c'est pris en compte, plus ça permet aussi d'avoir des moyens qui seront fléchés et négociés politiquement. Marie? Oui, pour compléter, il y a tout à fait cet échelon-là et on va dépasser l'échelon certainement municipal. On a un peu fléché quelques moyens financiers encore mis à disposition par l'État, typiquement sur la tarification sociale, même s'il y a des choses qui reviennent en arrière, mais c'est aussi pour montrer qu'on se met en alliance afin que nos réseaux locaux poussent ces recommandations aussi au niveau local et puissent faire débattre de ces recommandations, pour plus globalement faire monter ce mouvement et ces demandes et nous porter un plaidoyer national en lien avec les collectivités porteuses pour que ces moyens soient effectivement au rendez-vous, que l'on soit sur les plans alimentaires territoriaux ou sur la tarification sociale et les cantines. On porte en commun des choses dans, bien sûr, tous les ans sur les différents projet de loi budgétaire, projet de loi de finances, je vais y arriver, et puis dans différents plaidoyers qu'on peut porter nationalement pour que les collectivités aient des moyens suffisants pour cette mise en œuvre. Donc voilà, pour nous, ça sert vraiment ce double mouvement
se faire monter cette demande aussi citoyenne et la rendre visible, la rendre possible, et puis en même temps, nous porter ces plaidoyers et potentiellement main dans la main avec les collectivités locales pour des moyens à leur niveau. Mondane? Oui, juste pour compléter ce qui a été dit par Maxime et Marie, d'insister sur le fait que ces recommandations, elles sont ambitieuses, on les a voulues ambitieuses, mais elles sont aussi réalistes. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis à chaque fois des exemples et des illustrations dans le document pour montrer que ça se fait à plein d'endroits sur le territoire et qu'il y a effectivement des choix qui sont faits par les équipes, mais que ça existe, que c'est pas que à chaque fois il y a des exemples pour montrer que ces choix ils ont été faits par certaines équipes à certains endroits. Merci Mondane. Merci Marie et Maxime aussi pour vos éclairages. S'il n'y a pas d'autres questions spécifiques, je propose qu'on passe à Nathalie. Ouais, vous Oui, voulez moi je réagir? voudrais revenir sur justement, il faut montrer qu'une politique publique sur l'aspect d'un accès digne, il faut quand même la mener de front, quoi. C'est-à-dire que l'élu, c'est pas avec ses petites mains et ses services et les associations autour qui va tout mener. Et il faut vraiment un travail transversal. C'est comme l'écologie, tout le long, on parle de l'accès digne, de l'alimentation durable. À un moment donné, il faut que tout le monde se mette autour de la table et discute de cette accessibilité digne auprès des habitants, quoi. Et pour tous et toutes. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Et ensuite, après, les budgets vont se mettre en place. C'est enfin, nous, dans le cadre de Brest Métropole, le service est obligé de travailler avec les autres services. Et de fait, quoi, par rapport à l'urbanisme, au foncier agricole, par rapport aux services de l'éducation, aux services santé. Donc, je pense qu'il faut aussi essayer de démontrer pendant cette campagne municipale que c'est avant tout un travail transversal et une coordination, enfin, d'essayer de mener un travail plus démocratique au sein de nos instances municipales, entre autres. Merci beaucoup Nathalie. Et effectivement, Lisiane pointe aussi la question de la formation aussi des élus sur ces questions très complexes et systémiques, comme on l'a rappelé, pour que ça puisse vraiment être articulé efficacement avec les besoins du territoire. Donc ouais, effectivement. Il y a des choses là-dessus, si je ne me trompe pas aussi, sur ces questions de formation dans la boîte à outils d'Alta en ligne aussi, où il y a d'autres leviers d'action et d'autres exemples que vous pouvez aussi retrouver à cet endroit. Alors, concernant la démarche d'Alta directement auprès des maires, c'est plus une démarche de montée en compétences collectives. Il n'y a pas de ciblage aujourd'hui spécifique. Après, si voilà, le fonctionnement de l'Alliance, c'est vraiment aussi d'être ouvert aux propositions des alliés. Donc, si un collectif d'alliés souhaite s'emparer de la plateforme Alta pour effectivement proposer des choses plus spécifiques, ça peut être réfléchi et pensé. Voilà, les outils sont aussi à disposition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action spécifique au-delà de plutôt du soutien aux actions existantes proposées par les alliés, au relais des plaidoyers, etc. Voilà, oui, on va évoquer le collectif Transition citoyenne juste en fin de présentation, Marie, qui évoque la plateforme Mairini. On va en parler juste dans un instant. Alors, il y a une question de Benjamin. Comment est-ce qu'on intègre les publics les plus précaires dans les réflexions pour participer aux concertations? Est-ce que vous avez des exemples d'actions mises en place au-delà des jardins partagés, etc. Je pense, ouais, je vois Marie qui fait oui de la tête. Est-ce que tu voulais, Maxime, tu veux réagir? Ouais, bah, sur cette question, mais je pense qu'on est là, plusieurs associations pardon,
à prendre en compte cette question-là et justement à y travailler. Parmi les exemples qu'on a, qui ont pu être mis en place dans certaines épiceries sociales et solidaires, par exemple, mais aussi via Territoire à vivre. Là, celle qui me vient à l'idée en premier, c'est la mise en place aussi de balades alimentaires, au fait, où on analyse un groupe d'habitants. Alors là, c'était dans les épiceries sociales pour l'UGES, mais dans d'autres endroits, c'est possible aussi, où un groupe d'habitants, et notamment en précarité, est mobilisé pour analyser son environnement alimentaire, faire des propositions aussi, ce sur quoi il aimerait agir pour avoir accès à une meilleure alimentation dans son quartier, sur son territoire. L'idée, après, c'est de présenter cela aux élus, le plan d'action aux élus, pour pouvoir faire en sorte que ça puisse évoluer sur le territoire. Voilà, c'est un exemple. Après, il y en a énormément qui se mettent en place, plein d'initiatives via aussi le mouvement Caravalim, où il y a plein de collectifs territoriaux qui mettent en place des actions qui impliquent les personnes, et notamment celles qui sont le plus concernées par la précarité. Et puis, il y a aussi des communes qui mettent en place des budgets participatifs où ils essayent d'aller vers les publics qui sont un peu plus éloignés, le biais aussi de ces budgets, c'est que parfois, c'est toujours les mêmes personnes qui répondent. Mais là, il y a des collectivités qui mettent en place aussi des dispositifs d'aller vers via des maisons de quartier, via des centres sociaux, pour que les personnes puissent aussi, et notamment celles qui sont en précarité, puissent se saisir de ces outils-là pour participer à la politique, et notamment à la politique alimentaire du territoire. Merci Maxime. Ouais, Marie. Oui, peut-être pour compléter, mais Maxime Atoudi a donné des ressources et vous en trouverez aussi dans le document. Souvent, ce qu'il faut, c'est effectivement du temps, quand même, l'aller vers ce que mentionnait Maxime, c'est-à-dire aussi d'aller sur les lieux où effectivement, les gens vivent et sont dans leur quotidien, et utiliser aussi la fête comme un outil. Donc, c'est-à-dire pas proposer des formats forcément de réunion, mais typiquement plutôt l'occasion d'une fête. Nous, on fait des diagnostics ou des participations à des projets à l'occasion d'une soirée four à pain pour faire des pizzas. Et il y a un moment, voilà, avec des animations, justement avec l'aide de l'éducation populaire que l'on représentait tout à l'heure, pour recueillir l'avis des citoyens et leur proposer de participer ensuite à quelque chose sur du long terme. C'est effectivement très peu du one-shot, mais ce qui demande de l'animation et tout ce qu'on disait derrière, de la formation aussi de ces animateurs, animatrices, pour être en capacité d'être sur le temps long et dans des relations de confiance. Mais tout ça donne souvent, comme le disait aussi Maxime, des diagnostics de territoire plus intéressants pour changer des choses à l'échelle des quartiers. Typiquement, nous, on a fait un diagnostic de territoire avec Rodez pour le PAT de Rodez, et avoir la compréhension des freins et envie des personnes qui vivent des situations de précarité alimentaire change tout à fait les actions qui sont proposées pour répondre à ces freins-là, au-delà de quels sont les points de distribution alimentaire qu'il faudrait. Ça devient quel est le bus, en fait, la ligne de bus qui est nécessaire pour aller à tel ou tel endroit, quel est le besoin en termes de peut-être repas chaud, et donc plutôt d'une cantine solidaire au cœur de la ville. Enfin, vous voyez, ça change tout à fait les propositions d'action derrière, que d'avoir cette implication initiale et sur le long terme. Et peut-être, je suis désolée, j'arrive pas à lever la main, donc je prends la parole un peu sauvagement, juste parce qu'il y avait un complément aussi dans le chat de la personne qui a posé la question sur des exemples inspirés de la sécurité sociale de l'alimentation. On entend de plus en plus parler de caisse commune de l'alimentation, et ça fait aussi partie des exemples qu'ont cités Maxime et Marie, sur de la participation des personnes précaires, mais pas que, qui choisissent ensemble, qui se réunissent collectivement pour essayer de décider des produits ou des acteurs du système alimentaire qu'ils ont envie de soutenir via des actes de consommation. Donc, les principes des caisses communes, c'est de sanctuariser un budget alimentaire par mois qui soit ensuite utilisé sur des produits qui sont conventionnés par les citoyens et citoyennes, et du coup qui contribuent aussi à soutenir une offre plus durable sur les territoires. Donc, c'est aussi un des leviers d'action qui peut être mobilisé. Mondane, et après on va devoir passer à la partie suivante, si tu veux bien. Et juste très vite, pour continuer les échanges sur la question de démocratie alimentaire, de dire que ce qu'on constate à travers nos organisations, c'est que quand on permet, le fait de permettre cette démocratie alimentaire, elle permet effectivement la participation des personnes qui sont souvent les plus éloignées des dispositifs de démocratie,
c'est une manière, du coup, d'intégrer les personnes les plus éloignées dans les questions de démocratie plus largement, et à travers cette question de l'alimentation qui touche tout le monde. Donc, c'est un super outil pour les collectivités qui veulent travailler cette question de la participation des personnes les plus éloignées des dispositifs et qu'il est parfois plus difficile de toucher. Sur la question de l'alimentation, ça touche tout le monde, donc c'est parfois plus facile. Merci beaucoup, Mondane. Et effectivement, puis dans le document de recommandation qui sera du coup publié jeudi, vous aurez accès aussi du coup à un certain nombre voilà, d'éléments de langage et d'éléments pour convaincre aussi et pour répondre un peu à la question de Chloé Landriot. Voilà, ça fait partie. Et il y a effectivement plein d'autres outils qui ont été mentionnés, comme Territoire Fertile, qui permettent d'apporter aussi des éléments un peu de fond, des chiffres, etc. Voilà. Je propose, on aura un autre petit temps si on ne dépasse pas trop avant de se quitter de questions. Mais peut-être, Maxime, je te laisse nous présenter les outils aussi qui ont été collectés et ou créés dans le cadre pour porter ces recommandations sur le terrain. Ouais, tout à fait. Quelques mots aussi sur les outils complémentaires. L'idée, c'est aussi d'accompagner localement les volontés pour pouvoir porter les recommandations qu'on a pu construire au niveau national et puis qu'on souhaite diffuser au sein de nos réseaux, mais plus largement. Et donc, pour cela, on a mis en place une sorte de kit de soutien à la mobilisation qui peut vous aider à mettre en place des collectifs, et à vous saisir des recommandations. Alors, il y a un rappel des compétences des collectivités sur les questions alimentaires que Mondane a pu présenter rapidement, l'action sociale, la santé, les différents outils, le PLU, sur lesquels on peut se saisir de ces opportunités pour intégrer les recommandations et faire bouger les politiques publiques. Il y a évidemment le rappel des recommandations, mais qui sont plus développées dans le document en tant que tel. Et puis des conseils donc, pour organiser des collectifs sur les territoires et défendre ces propositions. Il y a des fiches outils pour des animations, pour aider à faire monter le collectif en compétences, donc se préparer aussi à se saisir de ces recommandations et à pouvoir les défendre, à organiser des temps de sensibilisation avec des ciné-débats, d'autres outils qui sont mis en place. Et puis des outils pour interpeller les élus, les candidats, avec des conseils aussi, comment on peut faire pour faire en sorte que ces recommandations soient bien entendues et qu'on puisse faire un suivi dans le temps de la prise en compte ou pas de ces recommandations. Donc voilà, plein de conseils. N'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a aussi en fin de document pas mal de ressources supplémentaires. Alors, il y a évidemment le rapport de 4 associations qui font partie du collectif sur l'injuste prix de notre alimentation, qui permet aussi d'avoir une vue un peu plus globale de ces enjeux-là. Un rapport d'action contre la faim sur le droit à l'alimentation et des outils un peu plus concrets. À l'UGES, on a mis en place un guide sur les PAT et l'accessibilité alimentaire, par exemple. Il y a aussi des kits d'animation, justement, qui ont été proposés par Action contre la faim et le Secours catholique, des guides du réseau CIVAM aussi sur les parcours d'apprentissage citoyen et le rappel des boîtes à outils Alta et autres outils qui peuvent vous permettre aussi d'aller piocher différentes informations et différents outils. Voilà, toujours vous pourrez retrouver les liens en fin de ce kit-là, qui sera disponible sur nos différents sites internet, et puis certainement qu'on vous enverra aussi les liens avec le replay. En parallèle, si justement on vous a donné envie de vous mobiliser sur les territoires, mais que vous êtes un peu seul et que vous avez envie de créer du collectif, on a mis en place une sorte de répertoire, on va dire, une liste de contacts sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et donc, l'idée, c'est après de pouvoir mettre en relation les personnes d'un même territoire qui souhaitent s'organiser pour pouvoir justement travailler à porter ces recommandations. Ça vient aussi répondre à une question qu'il y avait sur le chat, justement, de comment on communique sur le territoire. L'idée, c'est aussi pour nous de faire monter en compétences et de donner des outils à des collectifs qui souhaiteraient se monter pour pouvoir porter ce discours-là localement sur leur territoire auprès des candidats. Donc, c'est par ce biais-là, en partie, qu'on souhaite aussi faire en sorte que la communication puisse se massifier.
Et donc, pareil, vous aurez le lien vers ce formulaire de contact en vous envoyant les récaps, le replay de ce webinaire-là. Peut-être aussi vous rappeler qu'on va avoir justement un autre webinaire qui est organisé par Caravalim le 30 septembre prochain, donc dans une semaine, mêmes horaires à 11h, 12h30, pour pouvoir vous approprier justement ce kit d'animation. Aujourd'hui, il y avait la présentation des recommandations. La semaine prochaine, Caravalim présentera ce kit d'animation et des outils pour justement organiser ces collectifs-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Caravalim, par exemple. Vous trouverez les informations et le lien pour pouvoir vous inscrire. Et puis peut-être quelques temps forts, ils sont pas exhaustifs, mais il y en a quelques-uns à suivre. Les rencontres Caravalim, mouvement d'éducation populaire pour un droit à l'alimentation, justement, qui tentent d'unifier les différentes volontés locales sur ces sujets-là. Le 15 et 16 octobre prochain à Nantes. N'hésitez pas à y aller, à faire des recherches sur le site de Caravalim. De notre côté, côté UGES, on lance les banquets citoyens à partir du 25 septembre. D'ailleurs, le premier aura lieu à Brest, petit clin d'œil à Nathalie, sur les épiceries de Ponta et Bellevue. Et l'idée de ces banquets, c'est justement pour faire écho à ce que disait Marie, faire en sorte d'associer les personnes, et notamment les personnes en précarité, via un moment festif pour justement témoigner des injustices alimentaires et interpeller les personnes sur ces thématiques-là et les formes que peuvent prendre ces injustices alimentaires pour ensuite pouvoir agir et changer les choses pour que ces injustices-là n'aient plus lieu. On aura aussi des expos photos dans différentes épiceries sociales et solidaires organisées par des personnes en précarité pour justement aussi témoigner de ça et interpeller les élus. Et donc, ça va être l'occasion aussi de se saisir des recommandations qu'on a portées toutes et tous ensemble au sein du collectif. On va aussi sensibiliser les futurs candidats et actuellement élus via notre présence au Salon des maires du 18 au 20 novembre. Ce sera l'occasion de tenir une conférence justement sur ces recommandations-là. Et donc, on va essayer aussi de pouvoir toucher un petit peu plus d'élus. Donc, n'hésitez pas à partager cette information-là si je sais qu'il y a des élus qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous souhaitez sensibiliser vos collègues de liste ou d'autres, n'hésitez pas à dire qu'ils peuvent venir faire un petit tour au stand de l'UGES ou à la conférence qu'on fera sur ces recommandations-là. Et puis, Alizé, je te laisserai peut-être parler des rencontres ALTA, tu le feras mieux que moi, qui auront lieu à Rennes en novembre prochain. Et puis, s'il y en a d'autres qui ont des actualités, je sais que j'ai vu quelques webinaires aussi ou d'autres outils qui ont été présentés dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Plus on a d'infos, plus ça nous permet de porter collectivement ces sujets-là. Je vais peut-être directement justement passer à d'autres, à vous présenter quelques événements que nous on avait repérés aussi dans le réseau. Et puis après on pourra prendre quelques minutes pour des questions s'il y en a par rapport à ce que Maxime vient de présenter. J'arrive à passer la diapo, on reviendra du coup à ça. Mais voilà, quelques autres dates. Donc, Gilles les a partagées un petit peu dans le chat, mais plusieurs webinaires là, le 26 septembre et 10 octobre, aussi en vue de préparer, d'avoir des argumentaires et des infos très concrètes sur les questions des fermes municipales, l'évaluation des PAT, etc. Donc, organisé par la Maison d'éducation et de l'alimentation durable de Montsartou. Le 10 octobre, du vote à l'assiette va publier des infographies en libre service en ligne pour aller auprès des citoyens pour encourager justement au vote. Donc la date est encore à confirmer. Le site vient d'être lancé du vote à l'assiette là, cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller le voir et vous pourrez donc accéder à ces infographies sur le site. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter aussi pour recevoir directement les infos de leur publication. Ah oui, et dans le cadre du festival alimentaire aussi, je vais directement, qui aura lieu entre le 15 et le 30 novembre, du vote à l'assiette propose des formations, si ça vous intéresse, pour animer des débats post-projection sur les enjeux des municipales, du vote, etc., des questions alimentaires. Donc, n'hésitez pas aussi là à vous rapprocher du vote à l'assiette et de Carole Sadaka, si ça vous intéresse.
Le 13 octobre à 18h30, il y aura un webinaire aussi d'accueil organisé par le collectif Transition citoyenne autour du lancement de leur nouvelle plateforme Mérimi, donc qu'évoquait Marie Lecadre aussi tout à l'heure dans le chat. Donc c'est une plateforme qui vient d'être lancée également. C'est une plateforme de mobilisation, pareil, qui met en évidence des leviers, des initiatives et voilà, pour contribuer au plaidoyer autour pour le coup, de la transition écologique, donc ça va au-delà des questions alimentation et agricole. Mais voilà, donc la plateforme est en ligne, vous pouvez aller la consulter. Et ils proposent aussi des formations voilà, pour la prise en main aussi de ces différents éléments. Et c'est possible, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi solliciter le collectif Transition citoyenne pour organiser des ateliers ou des webinaires dans vos réseaux pour présenter la plateforme. Donc pareil, rapprochez-vous d'eux. Il y a aussi une newsletter si vous souhaitez rester en contact. Donc c'est sur le site de collectif Transition citoyenne. Voilà, donc j'ai pas du festival alimentaire. Donc Maxime a évoqué les rencontres de Caravalim, avec aussi un atelier autour du vote qui va être proposé par du vote à l'assiette. Le 10 décembre, donc une visite de terrain de Montsartou. Et puis, comme l'a évoqué Maxime sur la diapo tout à l'heure, c'est vrai que je ne l'ai pas remis là, mais les 13 et 14 novembre donc, auront lieu les rencontres nationales de l'Alliance Alta, où, entre autres, sera aussi, dans le cadre d'un atelier, sont aussi évoquées les questions voilà, de mobilisation pour les municipales. Le thème des rencontres plus largement sera autour plutôt de la mobilisation des acteurs économiques. Voilà, et comment est-ce que, à l'échelle des territoires, ça peut atterrir et comment est-ce que finalement, les recommandations qu'on a vues, elles mettent aussi en avant le besoin de coopération sur ces territoires entre différents acteurs, collectivités territoriales, mais aussi acteurs économiques, associations, etc. Donc, c'est aussi l'occasion de remettre ces questions-là sur la table. Donc voilà un peu les, pour les événements. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a d'autres qui ont été rajoutés dans le chat, donc c'est parfait. Alors du coup, j'ai pas suivi s'il y avait des questions qui sont apparues entre-temps par rapport aux outils ou voilà. Donc tout ça sera publié le 25, jeudi. Donc c'est sous embargo d'ici là. Donc on vous enverra effectivement ces rappels de date, le replay et la présentation. Vous pouvez retrouver ça. Et je ne crois pas qu'il y a particulièrement d'autres questions. Voilà, si vous avez des choses que vous souhaitez rajouter, Marie ou Mondane, ou Alexia, Maxime. Sinon, je propose qu'on termine un petit peu plus tôt. Si vous avez, je profite quand même pour rappeler un petit peu comment, voilà, si ça vous intéresse de suivre les actualités de l'Alliance Alta, vous pouvez tout à fait vous inscrire au bulletin. Vous pouvez aussi signer la charte si ça vous intéresse. Vous pouvez la découvrir sur la page Agir avec l'Alliance. Voilà, ça vous donne aussi accès à des listes de discussion qui sont ouvertes que aux alliés, qui portent notamment sur des enjeux de plaidoyer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. La boîte à outils est accessible en ligne et sera effectivement améliorée et voilà, transformée au fur et à mesure des échanges et des travaux de l'Alliance. Donc voilà, et puis notre contact, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous chante. Merci à toutes et tous. S'il n'y a pas de dernière... Sinon, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation, pour vos partages aussi d'infos. C'était très riche. Merci beaucoup. Et on vous renvoie tout ça, peut-être du coup le jeudi avec tous les documents dont on a parlé. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Et bon après-midi, bon appétit. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup.